20h sur les antennes de la télé Futur Média. Bienvenue à toutes et à tous. Assobentou, bonsoir. Bonsoir cher Tidiane, bonsoir chers téléspectateurs. C'est parti pour les titres de cette édition d'information. Mamadou Lamine Massali, encore placé en garde à vue à la gendarmerie de Colobane. Les motifs de son arrestation seraient les accusations de kidnapping et de torture contre la gendarmerie lors de sa première arrestation. Nous serons en ligne tout à l'heure avec notre reporter Ibrahima Kane. La sortie de Wade n'en finit plus de faire parler. C'est au tour de la Rado de s'indigner des propos de l'ancien chef d'État contre son successeur. Le secrétaire général de l'Organisation de défense des droits de l'homme parle de violences verbales contraires au respect des valeurs humaines. Le SAES a remis cela. 72 heures de grève à compter de ce jour. Les étudiants inquiets par la tournure des événements appellent gouvernement et enseignants du supérieur à la table des négociations. Un parfum de scandale à la LONASE. Le collège des délégués exige la lumière sur près de 4 milliards de francs CFA détournés vers le Liban entre 2010 et 2013. Et puis à suivre en fin d'édition le dossier santé du jeudi qui s'intéresse à la réforme hospitalière. Où est-ce qu'on en est après des années après sa mise en place? Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous le disais en sommaire, Mamadou Lamine Massali placé encore en garde à vue à la section recherche de la gendarmerie de Colobane où nous retrouverons notre reporter Ibrahima Kane. Ibrahima Kane, bonsoir. Ibrahima Kane, qui n'est pas encore en ligne, certainement. Nous y reviendrons dans quelques instants. Ce Bentoub, la sortie de Maître Wade, donc, qui continue d'alimenter les débats. La Rado se dit indignée. Indignée, cher Tidiane, par une telle violence verbale contraire aux valeurs humaines, une offense à une institution. Pour Aboubakry Mbodj, Abdoulaye Wade reste le grand perdant avec ses déclarations. Fatou Kinedem, Djibril Diallo. Propos discourtois, contraires à nos valeurs. La Rado ne cautionne pas la déclaration de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade à l'encontre de son successeur. Ce n'est pas des actes de nature à respecter la dignité humaine, l'honneur d'autrui, qui sont garantis par les instruments juridiques, mais qui sont également aujourd'hui s'adossent sur les valeurs culturelles africaines. Quelle que soit l'adversité que vous avez sur l'arène politique, il y a des normes à ne pas violer. Plus loin dans ses propos, le secrétaire général de la Rado interpelle les leaders d'opinion sur les violences verbales. Nous avons exprimé notre profonde indignation, mais également notre profonde inquiétude face à la récurrence des actes de violence, que ce soit des actes de violence verbale, parce que c'est la violence verbale qui entraîne souvent la violence physique. Ainsi, l'ancien président sénégalais pourrait écorner son image en tant que défenseur de la démocratie. Aujourd'hui, nous considérons que compte tenu du rôle historique qu'il a joué dans le mouvement de démocratisation au Sénégal. N'oublions pas qu'il a joué un rôle fondamental dans le cadre de la démocratie au Sénégal et qu'il a eu également à diriger pendant 12 ans le Sénégal. Aboubakry Mbodj invite les leaders d'opinion à bannir de leur discours toute violence, seul gage d'assainissement du jeu politique. Fatou Kinedem, merci. Voilà, je vous le disais tout à l'heure, Ibrahima Kane est en ligne, en direct de la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Mamadou Lamine Massali, encore en garde à vue. Ibrahima Kane, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Alors, est-ce qu'on peut savoir les motifs réels de son arrestation? Oui, vous l'avez dit, arrêté une deuxième fois et placé en garde à vue ici à la brigade de recherche de la gendarmerie de Colobane. Et selon des sources sûres, le jeune wadiste a été interpellé suite à sa sortie mardi dernier lors de l'Assemblée générale extraordinaire des femmes libérales de Dakar à la permanence Oumar Lamine Badji. C'était juste après sa libération et Mamadou Lamine Massali, parlant de sa première arrestation, avait déclaré avoir été victime
de kidnapping par la gendarmerie qui, dit-il, l'a torturé et pour qu'il retire ses propos à l'encontre d'Aminata Tall. Il avait accusé le régime en place de vouloir le liquider en utilisant une gendarmerie politique et aujourd'hui, ses propos lui ont valu une deuxième arrestation. Réagissant donc sur les ondes de la radio Futur Média, son avocat, Maître El Hadj Amadou Sall, a dénoncé une arrestation arbitraire appelant les autorités de la gendarmerie à changer de fusil d'épaule. Maître Sall a également appelé le Parti démocratique sénégalais à une grande mobilisation devant les locaux de la brigade de recherche de Colobane, mais l'appel est tombé peut-être dans l'oreille d'un sourd, puisque ici, devant les locaux de la brigade de recherche, c'est le calme plat. Il n'y a même pas l'ombre d'un militant du Parti démocratique sénégalais. Voilà, merci Ibrahima Kane. Donc vous l'avez entendu, Mamadou Lamine Massali encore arrêté et placé en garde à vue. Certainement, nous y reviendrons avec plus de détails avec notre reporter sur place, Ibrahima Kane. Voilà, cher Tidiane, et nous reparlons de la déclaration de Wade. Après cette déclaration, des réactions de ses frères libéraux, il n'adhère guère au discours de l'ancien chef d'État normal, selon le directeur de publication du quotidien L'As. Thierno Tall a déclaré donc que tous ceux qui se réclament libéral doivent se démarquer de tels propos. Pour lui, le procureur doit s'auto-saisir. Nos reporters Maïmouna Ndiaye et Thierno Laurent Mendy l'ont rencontré. Maître Abdoulaye Wade a franchi la ligne rouge, il a encore dérapé. C'est l'analyse de Mamadou Thierno Talla. Les séries de réactions du PDS, une nécessité pour l'analyste politique. Les gens sensés du PDS, les gens raisonnables, les gens prudents, les gens sérieux ont réagi de façon correcte. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas regretté les propos de Wade. Et quand vous dites donc le PDS dans sa grande majorité, c'est-à-dire un homme normal, un homme sensé, un homme raisonnable ne peut pas cautionner ce qu'Abdoulaye Wade a dit. Quand j'ai entendu Doudou Wade sur votre antenne dire que li mounon na ñak, je pense que ça révèle un profond malaise, un profond regret. Et c'est dommage donc. De la grandeur à la décadence, le directeur de publication de L'As regrette. Il invite le procureur à s'autosaisir. Pour quelqu'un qui a dirigé le Sénégal pendant 12 ans, c'est vraiment dommage. Et je pense que le général de Gaulle qui disait que la vieillesse était un naufrage a absolument raison. Je pense que la justice est trop tendre, à la limite même complaisante avec lui. Pas complaisante, mais en tout cas trop gentille avec lui. Parce qu'ailleurs, dans une démocratie respectable, dans un État sérieux, on l'aurait pris, on l'aurait entendu. Les conséquences de cette déclaration sont aussi énormes. Karim Wade risque de payer les pots cassés, affirme l'analyste politique. Karim Wade n'est pas seul en prison. Il y a Abdoulaziz Diop, il y a Aïda Ndiong, il y a d'autres aussi. Je pense qu'en réagissant comme ça, il ne fera que radicaliser les magistrats. Et encore une fois, je dis, c'est vraiment dommage. Où va le PDS avec ces séries de dérapages du pape d'Issopi? Mamadou Thierno Talla est convaincu que le parti sera sanctionné en 2017. Voilà, merci Maïmouna Ndiaye, Serigne Mbacké Ndiaye, responsable libéral qui se démarque de ses propos tenus par Maître Abdoulaye Wade, mais quand même qui dit comprendre l'homme. Un homme affaibli par l'emprisonnement de son fils, alors il revient à ce dernier de le calmer, de lui parler pour apaiser la situation. Serigne Mbacké Ndiaye, que nous écoutons avec Fatou Kinedem et Djibril Diallo. C'est de regretter les propos qui ont été tenus et de les condamner également, parce que c'est tout à fait inacceptable que de tels propos soient tenus par notre père, notre référence, le président Abdoulaye Wade. Quelqu'un qui est âgé aujourd'hui de près de 90 ans, dont le fils est injustement détenu en prison. Ce fils qui a perdu son épouse, qui est resté pendant 2 ans, plus de 2 ans, sans voir ses enfants. Donc c'est une situation extrêmement difficile, mais qui ne justifie pas, qui ne justifie aucunement les positions, les propos qui ont été tenus. La clé de ce problème aujourd'hui n'est personne d'autre que Karim Wade. C'est à lui que je demande, que je lance un appel solennel au nom du pays, au nom de la patrie qu'il a toujours servi, au nom de toutes les valeurs que nous partageons, au nom de la démocratie, au nom de la stabilité de notre pays, de tout faire pour ramener la paix et la sérénité. C'est à lui de parler au président Abdoulaye Wade, c'est à lui de parler aux militants du PDS, c'est à lui de parler aux mouvements de soutien qui ont toujours fait un travail extrêmement important pour l'aider à sortir de la prison dans laquelle il se trouve aujourd'hui.
Sortie d'Abdoulaye Wade toujours, la presse ne lâche pas le morceau, cher Tidiane. Surtout la presse en ligne qui a impacté sur l'amplification des déclarations d'Abdoulaye Wade. Mais quand même, certaines radios de la place, elles, ont préféré la censure. C'est un sujet signé Pape Nderifal et Tierno Laurent Mendy. Les propos diaboliques de Maître Wade à l'endroit du président Sall ont alimenté les débats ces derniers jours. La presse, dans sa majorité, a condamné, à la limite censuré ces déclarations. On a essayé d'esquiver un peu, mais on a expliqué qu'il a tenu, qu'il a fait une telle déclaration à l'endroit d'une telle personne. Des propos sociologiquement chargés. On a jugé de manière responsable de ne pas diffuser ces images. On ne va pas quand même enfoncer le clou. Selon ces journalistes, l'Internet a amplifié le débat sur la sortie de Maître Wade. Au départ, c'était une vidéo surtout que beaucoup de gens regardaient sur Internet. Bien sûr à travers des sites d'information, ce sont des médias. Dès l'instant que il y a des sites d'information qui ont décidé de manière libre de mettre en ligne ces images, cette vidéo. Pour eux, les réalités socioculturelles ne permettent pas à la presse de relayer de tels propos insultants contre le président de la République. Au Sénégal, ce qui a été évoqué dans ces propos-là est presque une chose hyper sensible. Donc on a traité, mais on n'a pas relayé tous les propos. Le public aussi a le droit d'être informé, mais est-ce que aussi il ne serait pas heurté par des propos qui peuvent créer une instabilité dans ce pays-là? Une déclaration sans état d'âme du pape du Sopi a fini d'installer l'indignation dans le pays, une censure de la presse, des propos de Maître Wade condamnés par la classe politique en général, une démarche sociale des journalistes sénégalais selon ses responsables de presse. Le SAES remet cela, 72 heures de grève à partir de ce jeudi. Un premier jour et déjà beaucoup d'inquiétudes chez les étudiants qui appellent à des négociations sérieuses entre gouvernement et enseignement supérieur. Fatima Ba, Modou Diop. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, quelques va-et-vient en cette matinée de jeudi. Rares sont les étudiants qui ont fait cours ce matin. Ils sont venus et il y avait grève, donc on est obligé de perdre toute une journée. La semaine passée, il y avait grève de 112 heures. Là, ça va débuter le mercredi, ça s'est terminé le samedi, vendredi, samedi. Donc, on a perdu 3 jours de cours. Une grève de 72 heures à partir de ce jeudi et le mot d'ordre a été suivi selon le syndicat autonome des enseignants du supérieur. Ce que nous avons remarqué un peu partout, que ce soit à l'ECA, à l'INSEPS, à la FASEC, à la faculté des lettres, à la faculté de droit, ce que nous avons remarqué un peu partout, c'est que le mot d'ordre est massivement suivi. Le SAES poursuit son combat. Il exige le respect du protocole d'accord signé en 2011 et la non-application de la loi cadre portant réforme des universités publiques. Infléchir le gouvernement par rapport à notre protocole, par rapport à l'application de notre protocole d'accord, par rapport à la révision de la loi 4. Les étudiants qui se considèrent comme les seuls perdants de ce bras de fer entre le gouvernement et les enseignants du supérieur appellent à des négociations. Je pense que c'est quelque chose de déplorable, aussi c'est inacceptable, puisque les enseignants ne doivent pas aussi arriver à un certain niveau où ils vont faire des grèves qui, à la longue, vont perturber l'année scolaire. Donc il faudrait que, par aussi patriotisme, qu'ils sachent que c'est leurs enfants qui sont dans les universités et qu'ils essayent donc en cela de faire en sorte de limiter les grèves. Mais aussi l'État a sa part de responsabilité là-dessus aussi. Le SAES ne compte pas reculer. Les enseignants estiment que l'État ne fait aucun effort. Même la rencontre qui était prévue ce vendredi a été reportée par le ministère. Fatima Taba, nous restons avec l'éducation. Grève répétée dans le moyen secondaire, incompréhensible selon le ministre de l'Éducation nationale. Serine Baïkam soutient que le dialogue est en cours et que les négociations sont très avancées. Il a fait cette sortie au cours du lancement officiel de la Fondation du secteur privé pour l'éducation. Compte rendu signé Aminata Mbaresso et Mohamed Dian. L'école publique sénégalaise à nouveau paralysée par des grèves, le ministre de l'Éducation nationale surpris par cette levée de bouclier des syndicalistes. Nous pensons que tout en reconnaissant le droit de grève,
qu'on n'avait pas besoin d'arriver à ce niveau-là, du fait que nous sortons des assises de l'éducation. Et le mois dernier, nous avons réuni le comité du dialogue social secteur éducation pendant 3 jours à Saly, où nous avons discuté avec toutes les organisations syndicales. Le niveau de mise en œuvre des points a été porté à leur connaissance, pas plus tard le 6 février. Donc le gouvernement n'a pas compris que quelques jours après, qu'on puisse aller en grève, alors que de façon transparente, le niveau de mise en œuvre des différents points a été porté à la connaissance des syndicats. Le grand cadre du syndicat de l'enseignement et le QSEMS dénonce entre autres un retard dans la mise en application des accords signés. Le ministre précise. Sur les 33 points qui ont fait l'objet d'évaluation, les 18 ont déjà été appliqués. 10 sont en cours d'application parce qu'obéissant à un processus. Et 5 n'étaient pas encore appliqués parce que certains de ces points étaient liés par exemple au vote de la loi cadre sur les universités, pour que les universités puissent organiser un certain nombre de formations. Serigne Mbaye Thiam réitère tout de même son engagement à dialoguer avec les syndicalistes. Aminata Mbaresso, merci. Nous restons avec le ministre de l'Éducation nationale qui apporte ses précisions sur le redéploiement de 2 agents du ministère de l'Éducation nationale. Cité dans la fraude sur le concours des élèves, Maître Serigne Mbaye Thiam précise qu'ils ne sont pas des fraudeurs, mais qu'ils ont été plutôt manipulés. Le ministre de l'Éducation nationale que nous écoutons avec Aminata Mbaresso. La personne qui a été citée n'a pas été au cœur du système, n'a pas pris de l'argent. En réalité, c'est celui qui était le cerveau du système qui a abusé peut-être de sa naïveté et de son inexpérience. J'ai pris des mesures et j'ai pensé que les mesures que j'ai prises, c'est moi qui apprécie les sanctions. Ces sanctions-là étaient conformes au niveau de responsabilité qu'ils avaient. Bien que ce ne sont pas des fraudeurs, eux. Ce sont des gens qui ont manqué peut-être de loyauté vis-à-vis du ministre, en ne l'avertissant pas qu'on leur a demandé de donner des noms de gens qui veulent aider. Maintenant, lorsque la procédure judiciaire sera terminée, je peux vous garantir que toutes les personnes contre qui des infractions pénales auront été relevées subiront les conséquences qui sont prévues par la loi. Voilà, c'était les précisions de Serigne Mbaye Thiam. La fondation du secteur privé pour l'éducation Assoumben officiellement lancée pour appuyer l'école publique sénégalaise. Avec 3 programmes déjà engagés, elle va appuyer l'école publique sénégalaise déjà servie, les daara communautaires, l'école du 21e siècle avec l'équipement numérique de 120 collèges au niveau national. Les détails avec Mansour Kama, président de la fondation. Il est avec Aminata Mbaresso. Pour lesquels nous mettons en place un budget qui certainement sera au-dessus de ça, mais nous l'avons pour le moment circonscrit à 1,5 milliard, orienté principalement vers ce que nous appelons les daara communautaires, puisque nous allons construire des daara modernes. Le deuxième axe, c'est l'équipement numérique des collèges. Là aussi, nous allons sillonner le Sénégal et nous avons déjà sélectionné au moins 120 collèges à travers le Sénégal que nous avons équipés. Le troisième axe, nous l'appelons le monde de l'entreprise, c'est-à-dire nous allons faire en sorte que les chefs d'entreprise visitent des daara ou des écoles et des collèges, fassent des conférences, mais aussi nous prendrons les élèves pour les amener dans les entreprises pour commencer déjà à susciter ce que nous appelons l'esprit d'entreprise. Nous fermons la fenêtre sur l'éducation. La loterie nationale sénégalaise secouée par un scandale, plus de 4,5 milliards détournés. Et au profit de Trust Brokerage Group entre 2010 et 2013, le collège des délégués du personnel veut que la lumière soit faite sur cette affaire. Ces travailleurs de la LONASE, donc on fait face à la presse cet après-midi. Je vous propose d'écouter le porte-parole, il s'appelle Seydou Mboup, il est interrogé par Mambiram Diouf et Mardian. C'est une situation qu'on peut qualifier de phénoménale, qui a été aussi décriée récemment au niveau de la presse, intitulée dans cet article « L'argent de la LONASE détourné vers le Liban ». À la lecture de cet article, le journaliste a évoqué, à l'occasion du procès sur l'enrichissement illicite, que le substitut du procureur, M. Antoine John, révélait lui-même qu'une société dénommée Trust Lottery Group touchait de manière indue
129 millions de francs de la LONASE. C'est une situation extrêmement alarmante, surtout venant quand même d'un homme, d'un responsable de la justice, d'un procureur spécial. Aujourd'hui, nous, ce que nous demandons réellement, c'est que justice soit rendue, que des coupables soient identifiés. Voilà. Passerelle du 6S, un camion remorque heurte un pan de l'infrastructure et installe les usagers dans l'insécurité. Aujourd'hui, les piétons à Stumben traversent les deux voies à leurs risques et périls. Les populations sonnent l'alerte. Le constat dans ce reportage signé Cher Tidiane John et Younous Diatta. La passerelle du 6S heurtée hier en début d'après-midi par un camion remorque. L'infrastructure située à cheval entre le 6S et le quartier Ouest Foire menace ruine. Un danger permanent qui guette les populations. Hier, un camion remorque a heurté la passerelle. J'imagine que le chauffeur pensait pouvoir passer sans difficulté. Et voilà, au finish, il a touché la passerelle. Un chauffeur doit être vigilant. Il doit regarder ce qui est devant lui. Cependant, il y a de ces chauffeurs qui ne méritent pas leur permis de conduire. Ici, l'insécurité règne en maître. Les habitués qui empruntent la passerelle nagent dans un tourbillon total. Inquiets, ils demandent des solutions urgentes. Les piétons envahissent littéralement la rue pour traverser, ce qui est imprudent, souligne-t-il. Je constate que la traversée par la passerelle n'est pas permise et qu'il faut traverser par la route. Ce qui pose quand même quelques petits problèmes de sécurité. Il va falloir peut-être que les autorités réagissent assez tôt pour pouvoir permettre aux gens de traverser sans problème. C'est pas prudent de toute façon, hein? Pas prudent. Il y a un problème de sécurité qui se roule. Ils sont obligés d'arrêter les véhicules pour permettre aux piétons de traverser librement. C'est dangereux car certains chauffeurs ne laissent pas les piétons traverser parfois. Momentanément barrés, les piétons sont obligés de se faufiler entre les véhicules. En attendant, les habitants prennent leur mal en patience et réclament une solution avant que le pire ne se produise. Cher Tidiane John, l'actualité internationale est d'abord au Nigeria qui est frappé encore par des attaques de kamikazes, 18 morts et plusieurs blessés. C'est le bilan d'un attentat suicide de ce jeudi dans le nord du pays. Ensuite en Afghanistan, le bilan des avalanches s'alourdit, plus de 200 morts ce jeudi. Et enfin en Somalie, tir d'abus de mortier sur le palais, bilan 1 mort. Le récit est signé Ibrahim Khan. Au Nigeria, un kamikaze s'est fait exploser dans une gare routière de la localité de Biu, dans l'état de Borno, au nord-est du pays. Au moins 18 personnes, dont 3 femmes, sont mortes et plusieurs autres blessées, selon un membre d'une milice d'autodéfense interrogé par l'agence France Presse. Un second kamikaze a été abattu avant qu'il n'actionne sa charge explosive. Les 2 terroristes se sont fait passer pour des voyageurs et l'un d'eux a déclenché ses explosifs au milieu des autres voyageurs et des vendeurs ambulants. Boko Haram n'a pas revendiqué l'attaque, mais le groupe armé a attaqué la ville de Kano, Potiskum et Biu à de multiples reprises, s'en prenant notamment à des gares routières depuis le début de son insurrection en 2009. En Somalie, un garde a été tué ce jeudi par des tirs d'obus de mortier dans l'enceinte ultra sécurisée du palais présidentiel. Une annonce des responsables de la sécurité à Mogadiscio. L'attaque n'a pas été revendiquée pour le moment. Toutefois, certains soupçonnent les extrémistes Chebab somaliens qui, dans un passé récent, ont mené une série d'attaques contre des bâtiments officiels, dont le palais présidentiel, et ce, pour tenter de renverser le gouvernement central tenu à bout de bras par la communauté internationale. En Afghanistan, le bilan des avalanches dans le nord du pays s'alourdit. Ce jeudi, on parle de plus de 200 morts répartis dans plusieurs provinces frappées par de fortes chutes de neige ces derniers jours. Les avalanches et tempêtes de neige sont fréquentes en Afghanistan et causent chaque année la mort de dizaines de personnes. En 2010, pour rappel, 160 personnes avaient péri suite à une avalanche.
La page des sports que nous démarrons avec du football, la 11e journée de la Ligue 11 sénégalaise avec le Giraffe de Dakar qui confirme son embellie à victoire 1-0 sur la pelouse du stade Aline Sitoé Diatta face au Casa Sport. Donc bonne opération pour les Verts et Blancs, certainement nous y reviendrons et sur les autres matchs également avec notre reporter Pape Cherdiak. À présent nous parlons basketball. Sénégal-Mali, c'est dans 48 heures. Les Lions continuent de se préparer à huis clos chez les journalistes spécialistes de la balle orange. L'optimisme n'est pas de mise, même si certains veulent encore y croire. C'est un sujet signé Pape Faraning et Adam Agueil. Une rencontre difficile qui s'annonce après la débâcle au Mali. Les Lions du basket peuvent bel et bien renverser la vapeur lors de la manche retour. Une question qui divise les journalistes sportifs. En basket, il n'y a pas de scénario improbable. Je veux dire par là qu'il est fort possible qu'on puisse battre le Mali déjà. Ensuite, est-ce qu'il faut les battre de 22 points, ça ou pas? Ça, c'est le déroulement du match qui le déterminera. J'ai vu une équipe nationale du Sénégal méconnaissable. Je pense que ce que j'ai vu samedi dernier, c'était indigne d'une équipe nationale de basket du Sénégal. Si on regarde quand même le potentiel de ce pays du basket. Si Bamba Kassé persiste et signe qu'avec une bonne préparation, on peut se qualifier, son homologue Amadine Sy pense qu'il faut nécessairement des renforts. Même ce groupe, s'il avait réussi son plan de jeu, aurait pu battre l'équipe du Mali. L'équipe du Mali a des avantages, mais elle a aussi beaucoup d'inconvénients. Ils ont beaucoup d'inconvénients au niveau de la main déjà. Ils ont des inconvénients également au niveau du jeu extérieur. Il faut renforcer cette équipe. Moi, je suis persuadé que si on renforce cette équipe, surtout dans le secteur intérieur, on peut quand même renverser la tendance. Dans le cas contraire, je n'y crois pas du tout. Il est temps d'instaurer une autre politique des infrastructures pour prétendre reconquérir l'Afrique. Vous avez vu les salles qui sont au Mali, alors que le Sénégal est un pays de basket. Notre salle Marius Ndiaye n'a pas été réceptionnée depuis 2007. Donc sur le plan infrastructure, c'est zéro. Sur le plan aussi de la préparation, du planning aussi, c'est zéro. Une rencontre très attendue et selon ces journalistes, il est impensable de rater la prochaine compétition, même s'il y a une autre alternative pour participer à cette compétition. Dossier du jour sur la santé, réforme hospitalière, plus de 10 ans après, un processus toujours au ralenti. Les professionnels estiment qu'il faut renforcer le processus, revoir entre autres les formes d'allocution des subventions et concrétiser les projets d'établissement. Certains soutiennent que les hôpitaux doivent aller vers une fonction publique managériale. C'est un dossier signé Fatou Kinedem et Babacar Diouf. Responsabiliser les directeurs d'hôpitaux, c'est l'objectif de la réforme hospitalière. Ça a responsabilisé un directeur qui a un pouvoir sur tout le personnel et qui peut rester en justice et qui a un manager qui vraiment qui a une vision prospective sur son établissement avec un projet d'établissement qu'il est obligé de mettre en œuvre pour une vision sur 5 ans. Plus de 10 ans après cette réforme, les établissements de santé publique toujours à la recherche d'une autonomie proprement dite. Les subventions ne couvrent pas les charges, ça pose problème. Ensuite, les projets d'établissement ne sont pas financés. Parce qu'on ne peut pas concevoir un hôpital sans médecin. C'est pourquoi donc le projet d'établissement, donc le projet médical et le projet nodal. Ensuite, on a des projets associés, le projet comptable, le projet ressources humaines, etc. Mais tout cela pour faire en sorte que dans les 5 ans que doit donc durer le projet d'établissement, qu'on puisse arriver à changer le génie civil, à faire, disons, beaucoup d'avancées sur la qualité des soins, etc. Avec l'acte 3 de la décentralisation, la loi devrait changer, de même que les décrets. Par ailleurs, les hôpitaux doivent aller vers une fonction publique managériale. Le directeur devrait être moins carriériste et prendre des risques. Prends ton risque et puis les gens vont râler, mais ils s'habitueront. Alors, de rompre avec cette frilosité qui anime certains chefs d'établissement pour résolument aller à la rencontre même des besoins des populations. Les acteurs optent aussi pour un établissement de type nouveau. Ce qui fait la différence entre nous et les cliniques, c'est que les cliniques ont la possibilité d'acheter du matériel quand ils veulent et au moment où ils veulent. Alors que l'établissement public doit passer par des marchés
budget, etc., qui retarde un peu les réalisations au niveau de l'hôpital. Au moins, ne serait-ce qu'un test pour un hôpital qui serait libre d'acheter son matériel, faire de ce qu'on appelle aller vers le leasing, pour aller vers une banque, pouvoir emprunter de l'argent et d'acheter du matériel qu'il faut. Et ça, c'est la voie royale. La demande sociale devient de plus en plus grande, les ressources humaines insuffisantes, d'où l'urgence pour l'État du Sénégal d'accompagner davantage ce processus. La réussite de la réforme hospitalière permettra à l'offre de santé de croître. Merci Fatou Kinedem, c'est la fin de ce journal. Merci. Merci beaucoup, cher Tidiane. Merci à vous. Le prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.